Bonjour, chers étudiants. Bonjour ceux qui sont en ligne. Bonjour, madame. OK. Nous allons continuer notre cours. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous Bonjour, allez... madame. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Merci. J'espère de même pour vous. Oui, ça va. OK. Donc, comme je disais, nous allons continuer notre cours. Avant de faire les exposés, on va avancer un peu dans le cours avant de faire les exposés. Oui, si le temps le permet, on va achever la deuxième partie du cours. Bon, avant de commencer, juste un petit résumé de la première leçon. Juste un petit résumé de la première leçon. Dans la première leçon, c'était pour avoir les différentes notions de base dans le cadre d'une base de données. C'est-à-dire savoir d'abord ce que c'est qu'une base de données, qu'est-ce qu'un système d'information, pourquoi créer un système d'information, et puis quels sont les différents acteurs, les différents liens, ou bien les différentes interactions qui interagissent dans un système d'information. Il est aussi important d'avoir un peu quelques notions sur les données. On est passé juste brièvement parce qu'aujourd'hui, on va encore en parler. On va parler de données. Ensuite, la dernière fois encore, si il y a bonne mémoire, on a parlé un peu du système d'information de gestion de base de données. On a parlé un peu de ce que c'est. Et puis, vu qu'il y a, disons, plusieurs systèmes de gestion de base de données, cela dépend dans des entreprises de la capacité de l'entreprise à pouvoir s'octroyer un système de gestion de base de données. Et le cours d'aujourd'hui, c'est la suite du cours de la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes de conception d'une base de données. On a vu ce que c'est qu'une base de données, ce que c'est qu'un système d'information. Donc maintenant, nous allons chercher à voir les différentes étapes de conception d'une base de données. Ici, dans ce cours, nous allons chercher à connaître les différences entre les différents niveaux conceptuels, les niveaux logiques et les niveaux physiques. Donc, dans le cours, nous allons essayer d'approfondir ces différents niveaux-là, qu'est-ce que c'est au fait. Et cela permet de saisir l'importance de la modélisation conceptuelle, c'est-à-dire le cas du modèle entité-association. Et comme compétence acquise à l'issue de ce cours, vous devrez être, je dirais, capable, à partir des données, de créer une base de données adéquate. Si vous avez des données à votre possession, bien collecter des données, vous pouvez mettre en place une base de données exploitable. Cette leçon est structurée en plusieurs sessions. Nous allons, après l'introduction, nous allons avoir une donnée sur les types de données. Nous allons voir ce que c'est que d'abord une donnée, les types de données, excusez, parler un peu du dictionnaire de données, des modèles de données, de la modélisation conceptuelle en tant que telle même, des cardinalités, et puis parler des identifiants ou clés, et terminer par une conclusion. En introduction, il faut dire que les bases de données représentent le cœur du système d'information. Leur conception est l'exercice le plus difficile du processus de développement du système d'information. Comme je le disais la dernière fois, un bon informaticien n'est pas forcément capable de mettre en place une base de données ou de concevoir une base de données. Et déjà, l'introduction ici le dit, que la conception est l'exercice le plus difficile du processus du développement du système d'information. Une fois que cette conception est mise en place, le reste suit le cours. Les méthodes de conception préconisent une démarche en étant faisant appel à des informations graphiques pour représenter les objets qui composent le système d'information, les associations possibles entre ces différents objets, ainsi que les règles qui les régissent, à savoir les différentes cardinalités. Nous allons parler ici de ce que c'est qu'une donnée et les différents types de données que nous avons. En définition, une donnée, qu'est-ce que c'est? C'est une description élémentaire d'une réalité. Par exemple, une observation ou bien une mesure. Elle est dépourvue de tout raisonnement, supposition, constatation, probabilité. Elle sert à une étude ou une analyse quelconque. La donnée est encore une information qui peut être élémentaire ou calculée, un élément effectif, réel, correspondant à un type de données.
elle doit être collectée pour un domaine étudié. C'est-à-dire pour une étude bien précise. Si tu dois constituer ta base de données, la collecte de tes données par rapport à ton étude n'est pas forcément la même que la collecte de données concernant l'étude de quelqu'un d'autre. Ça va dépendre de la problématique de l'étude, de ce que tu recherches, et puis quelles sont les différentes données dont tu as besoin. Et c'est en listant cela que tu vas avoir les différentes données que tu auras besoin de collecter pour pouvoir mettre en place sur ta base. Et l'ensemble des données peut être réuni dans un dictionnaire de données. Avant de parler du dictionnaire de données, on va essayer de donner quelques types de données ici. Ce sont des ensembles d'objets qui possèdent des caractéristiques similaires et manipulables par des opérations identiques. Par exemple, on a des données de type numérique, de type caractère, de type date heure, de type booléen. On a des données de type adresse réseau, on a des données de type composite, des données de type pseudotype, de type monétaire, de type données binaires, de type géométrique, de type chaîne de bits, tableau, type identifiant d'objets. Ici, juste je pourrais vous laisser me poser une question, mais je vous laisse vous-même juste un travail personnel, un exemple approprié de chaque type de données. Cherchez, fouillez sur Internet, juste cherchez à vous accaparer de ces données-là. Et puis, donner un exemple approprié de chaque type de données. La séance prochaine, on va faire ça de façon orale ensemble. Donc, cherchez, pas forcément me le donner en activité. Donc, c'est une recherche que je vous donne. Dans la séance prochaine, on va revenir sur ça, les données que vous avez collectées. Juste un exemple à type de données. On va le faire ensemble. Le dictionnaire de données, qu'est-ce que c'est? En définition, il faut dire que la conception d'une base de données est capitale avec un dictionnaire de données. On ne peut pas mettre en place une base de données sans un dictionnaire de données. Parce que le dictionnaire de données aide le concepteur même de la base de données à comprendre sa base de données. En dehors de lui, aide un quelconque utilisateur à comprendre la base de données qui a été mise en place. Et donc, le dictionnaire de données est très capital. Le dictionnaire de données est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base et qui figureront donc dans le modèle conceptuel de données. Devant, nous allons voir ce que c'est que le modèle conceptuel de données. Acceptons ça comme cela. Il est souvent représenté par un tableau à 6 colonnes. Bon, ça, c'est un peu, qu'on appelle ça. Ça peut aller au-delà de 6 colonnes, mais on parle de façon générale. C'est représenté par un tableau de 6 colonnes. On parle au-delà de 6 colonnes s'il y a beaucoup plus d'informations. Pour chaque donnée, il indique la propriété du libellé, le code mnémonique, le nom du champ ou le code, la désignation, le type de données, la taille de la donnée, la description, c'est-à-dire les commentaires qu'on peut ajouter, les remarques, c'est-à-dire les observations, pour quelqu'un qui va collecter des données sur le terrain. Pour quelqu'un qui va collecter des données sur le terrain, il y a des observations à faire. Par exemple, pour quelqu'un qui doit collecter des données dans une population de personnes, d'individus, il y a des observations à faire, même si c'est dans une population, qu'on appelle ça, de faune ou bien de flore, il y a toujours des observations à faire, des petits commentaires qu'il faut ajouter. Donc, ça fait partie aussi du dictionnaire de données. Il est le vocabulaire commun de l'organisation, autrement dit, le référentiel principal de l'entreprise. Oui. Oui. Est-ce que dans le dictionnaire de données, on peut mettre des variables qualitatives? Les variables qualitatives, c'est-à-dire? Donc, les réponses, par exemple, oui, non, bonjour. Genre, on demande par exemple, la vie je parle de oui. la perception de la pluviométrie de la sécheresse. Oui. On demande par exemple, est-ce que Est-ce qu'il répond oui ou non? Est-ce que dans donner un peu une réponse qualitative? Bien sûr, ces réponses qualitatives peuvent être renseignées dans le dictionnaire. Le oui ou non, pour quel type de données? Donc, tout à l'heure, on a eu à parler de ça. Donc, il est à sa place.
Il est le vocabulaire commun de l'organisation, autrement dit le référentiel principal de l'entreprise sur lequel s'appuient les décisions de celle-ci. Comme je disais tout à l'heure, le dictionnaire de données est très capital, puisqu'il est le référentiel principal de l'entreprise sur laquelle on peut s'appuyer pour prendre les décisions. Et c'est à partir du dictionnaire de données même qu'on peut pouvoir établir concevoir une bonne base de données et pour pouvoir utiliser cette base de données et l'implémenter, disons, dans un système de gestion de base de données. Les propriétés du libellé, il s'agit de donner le nom des classes. Quand on parle de propriété libellée, c'est-à-dire donner tout simplement le nom des classes. Le code mnémomique, il s'agit d'un libellé désignant une donnée, par exemple, maths, qui correspond ici au matricule d'un étudiant. Ici, c'est une abréviation. Ce sont des abréviations en quelque sorte. Des abréviations parce que dans l'établissement qu'on appelle ça, du système de gestion de base de données, ou bien je dirais, de la conception de la base de données, on ne peut pas écrire tout. Il y a des noms qui sont vraiment très longs. Et donc, il faut parfois des abréviations. Et quand tu abrèges automatiquement maths et UT, pour quelqu'un qui n'a pas établi un dictionnaire de données, quelqu'un peut donner n'importe quelle autre définition parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Seulement toi qui as conçu ta donnée, tu sais ce que c'est. Mais des années après, si tu reviens ici, tu n'as pas un dictionnaire de données, ce n'est pas évident que tu te rappelles encore de l'abréviation que tu as fait. Voilà pourquoi il est important de constituer le dictionnaire de données. Et donc ici, le maths études, ici, est tout juste l'abréviation de matricule d'un étudiant. La désignation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une mention décrivant ce à quoi la donnée correspond. Par exemple, le matricule étudiant. Donc, c'est ça qui est la désignation. Le type de données. Tout à l'heure, bon, tu as eu à poser ta question. Donc, ici, tu as dit dans le dictionnaire de données, le type de données intervient. Donc, dans ton dictionnaire, ça serait peut-être un type de données booléen. Ça va dépendre si tout est booléen. Mais si tout n'est pas booléen, il y a des endroits où tu vas définir le type de données. Le type de données A ou alphanumérique, lorsque la donnée est uniquement composée de caractères alphanumériques de A à Z, ou bien en majuscule ou en minuscule. N ou numérique, lorsque la donnée est composée uniquement de nombres entiers ou réels. AN, c'est-à-dire alphanumérique, lorsque la donnée peut être composée à la fois de caractères alphabétiques et numériques. On a les dates, qui sont très importants aussi. Lorsque la donnée est une date, elle s'écrit dans le format JJMMAA, c'est-à-dire jour, mois et année. Booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. La taille de la donnée, elle s'exprime en nombre de caractères ou de chiffres. Dans le cas d'une date au format jour, mois et année, on compte également le nombre de caractères, soit 10 caractères. Pour ce qui est de type booléen, nul besoin de préciser la taille. Ceci dépend de l'implémentation du système de gestion. Tout à l'heure, par rapport à la question que tu as posée. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire, par exemple, concernant les dates? On a vu que date, on a parlé de jour, mois et puis année. Par exemple, nous sommes aujourd'hui au 23 mars 2023. Si on devrait renseigner notre dictionnaire de données, ici, cette donnée a combien de caractères? 10 caractères. Combien puis 23 mars, c'est-à-dire 03 2023. Ça fait combien? 8 caractères. Est-ce que c'est 10? 10. Pourquoi c'est 10? À cause des barres qu'on va mettre en chose. À cause des barres qu'on va mettre en chose. On peut considérer ces barres-là, mais en réalité, il y a combien de caractères? 8. Il y a 8 caractères. Mais dans l'établissement du système, on ne va pas mettre exactement 8 caractères. C'est-à-dire qu'il faut se donner toujours une marge. Donc, on va aller au-delà. C'est-à-dire le minimum, c'est 8. Donc, on va aller au-delà. Pour la date, il y a là, le minimum, c'est 8. On va aller au-delà de, comme on appelle ça, des 8 caractères, on va écrire 10 caractères. On peut écrire même 12 caractères. Peu importe. Mais il faut te donner toujours une fourchette. Que la fourchette soit plus grande pour la taille de tes données. Elle est importante parce que quand tu mets une taille minimale, dans le dictionnaire, si tu as défini une taille minimale, c'est-à-dire tu renseignes toutes tes données avec la taille minimale que tu donnes. Et donc, dans l'implémentation,
Si jamais tu as des données qui ont des tailles encore plus grandes, vous voyez que ça pose déjà un problème. L'ordinateur, le système ne reconnaît pas cela. Il ne reconnaît pas cela parce que vous avez précisé la taille de caractère qu'il faut. Donc, si c'est au-delà, si vous avez précisé 10 et que vous allez au-delà de 12, le système ne reconnaît pas. Et donc, ça va poser un bug. Voilà pourquoi est-ce que c'est mieux de pouvoir aller créer une marge un peu plus au-dessus à cause de certaines modifications qui peuvent arriver. Les remarques ou observations, elles sont complémentaires. Par exemple, si une donnée est strictement supérieure à 0 ou bien, etc. Donc ici, dans les remarques ou les observations, elles sont vraiment complémentaires. Et puis aussi, elles sont aussi importantes pour pouvoir mieux comprendre ton système, ou bien je dirais, pour mieux comprendre tes bases de données, ta base de données au moins. Et puis pour mieux comprendre aussi les résultats, les requêtes, quand tu as tes requêtes et autres, et que tu as les résultats. Les observations et les remarques que tu as apportées peuvent beaucoup t'aider. Cela, c'est important pour des gens qui vont sur le terrain pour des travaux, pour des gens qui vont même qui sont même dans une entreprise, pour des collectes personnelles, pour des collectes de façon générale dans une population donnée de personnes ou bien de végétation ou bien de faune. Cela est vraiment nécessaire, toutes ces remarques et observations. Mais s'il n'y en a pas, si vous n'avez pas de remarques ou d'observations, tant mieux. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est complémentaire, c'est utile. Mais si vous n'en avez pas parce que vous ne savez pas quoi dire, parce qu'il n'y a aucune information là-dessus, là, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des informations que vous pouvez recueillir, cela est nécessaire de pouvoir créer une colonne pour ce dictionnaire de données et puis renseigner. C'est bon? Ici, la dernière fois, nous avons bien ce système d'information, le cas du marché gros. Aujourd'hui, nous allons voir encore nos systèmes d'information. Et avec ce système d'information, nous allons prendre quelques exemples avancés. Le cas du marché gros peut s'appliquer automatiquement aussi à ce système qui est ici. C'est juste un changement d'environnement que j'ai fait. Pour vous dire qu'on peut utiliser plusieurs environnements. Il y a plusieurs problèmes qui se posent dans la société. Donc, pas forcément se cantonner sur une situation. Ici, dans mon système d'information, qu'est-ce que j'ai? J'ai des étudiants, il y a un système de service médical, j'ai un système que j'appelle le service des examens et concours. Ensuite, j'ai la scolarité. C'est mon système d'information ici. Ici, c'est le système d'information pour la gestion de la scolarité de l'ENS. Pourquoi on va chercher à faire la gestion de la scolarité de l'ENS? Ici, que dit le système? La dernière fois, je vous ai dit dans votre système expliqué, je vous ai dit épargnez-moi les explications, mais au tableau, j'aimerais que vous expliquiez le système. Voici en fait ce que je veux dire par l'explication. Donc, c'est un exemple ici. L'étude s'est portée sur l'école normale supérieure d'Abidjan, qui est l'ENS, qui est une excellente institution de formation des enseignants. Au cœur de cette institution, j'ai oublié mes veilles, j'ai du mal à bien lire. Au cours de cette institution se situent plusieurs services tels le service médical, celui des examens et concours, qui interagissent avec la scolarité, qui a en charge la gestion des étudiants lors de leur inscription. En effet, chaque année, plus de 6 000 étudiants admis au concours selon les diverses filières viennent s'inscrire à la scolarité. Partant de ce fait, l'ENS reçoit un nombre pléthorique d'étudiants difficiles à gérer. Pourquoi? À cause de la gestion manuelle. On assiste à une lourdeur administrative dans la gestion et le traitement des dossiers d'inscription, ce qui retarde le traitement des dossiers reçus. Face à une telle difficulté dans la gestion administrative au niveau de la scolarité, une gestion automatisée des dossiers scolaires est indispensable, d'où la création d'une base de données pour la gestion des dossiers d'étudiants admis à l'ENS. Voici que l'ENS a des problèmes. Il recrute un sculptant et puis pose de façon générale le problème auquel ils sont confrontés. Il y a une lourdeur administrative due non seulement au nombre pléthorique d'étudiants qui sont admis, mais à la lenteur de traitement des données, puisque ça se fait de façon manuelle. Donc, il demande à ce dernier, est-ce que tu peux mettre en place un système d'information, tu peux mettre en place un système de gestion pour nous, pour que nous puissions traiter ces données le plus rapidement possible, efficiemment et efficacement. Donc, ils ont sélectionné le consultant. Et donc, le consultant va faire son travail.
La problématique ici, comme je le disais, c'est la lourdeur administrative dans la gestion et le traitement des dossiers d'inscription face au nombre important d'étudiants admis au concours de l'ENS. Le but du système d'information ici, c'est pour assurer le bon fonctionnement du service de la scolarité de l'ENS. Et quels sont les différents objectifs que doit suivre cet aspect? Les objectifs de la création de sa base de données sont axés sur certains points, c'est-à-dire l'automatisation de la gestion des dossiers d'étudiants de l'ENS, retrouver les informations concernant les étudiants, inscrire automatiquement les étudiants, produire la liste des étudiants en un laps de temps, délivrer le certificat de scolarité des étudiants automatiquement. Donc, à partir de là, en faisant de ces objectifs, déjà, il peut se situer sur les différentes données qu'il va chercher à collecter. C'est bon? Ici, quelles sont les différentes activités de cette base de données qui va mettre en place? Les différentes activités qui vont rentrer en ligne de compte, nous aurons comme première activité le retrait fiche d'inscription à la scolarité à donner. Deuxièmement, les analyses médicales. Troisièmement, le dépôt de dossiers complets. Et les données qui vont rentrer en ligne de compte ici, ce sont des informations concernant les étudiants, les résultats étudiants après la visite médicale, les dossiers complets envoyés au service des examens et concours donnant droit à l'examen pédagogique. Donc, vous voyez les différents. Déjà, à partir de ma problématique, de mon but et de mes objectifs, j'ai déjà établi en pensée, en plus du schéma, les différentes activités qui vont entrer en ligne de compte, les différents acteurs. Et puis, j'essaie d'avoir déjà une liste des données que je dois pouvoir, sur lesquelles je dois me concentrer. Ici, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est d'abord le dictionnaire de données. Est-ce que vous voyez? Je vais vous en... vous voyez, j'espère. Vous voyez, non? Ici, le dictionnaire de données que nous avons parlé tout à l'heure. C'est ce dictionnaire de données qui va nous permettre de mettre en place notre système, notre base de données d'abord, avant de l'implémenter dans le système. Donc, nous avons vu qu'en fonction du système d'information, c'est-à-dire le schéma que j'avais présenté précédemment, nous avons des classes d'identité. À la longue, nous allons voir ce que c'est que ces classes d'identité. Mais pour le moment, regardez comment fonctionne le dictionnaire de données. On a les classes d'identité, le nom du champ où je dirige le code, les désignations, le type de données, la taille, la description. Donc ici, pour la première classe d'identité pour les étudiants, quelles sont les différentes données que nous allons collecter au niveau de l'étudiant? Nous allons collecter plusieurs données. Nous avons le matricule de l'étudiant, le nom, le prénom, la naissance, la filière, la discipline, le texte, le contact, le mail, toutes les informations possibles. Et comment nous allons les désigner? Vous voyez que la désignation, j'ai fait des abréviations. Pour le matricule étudiant, vous voyez comment c'est fait l'abréviation. Pour le nom de l'étudiant, comment j'ai fait l'abréviation. Pour la date de naissance de l'étudiant, c'est tellement long, on ne peut pas écrire toutes ces dates de naissance dans la base de données qu'on va constituer, puisque cette base de données doit travailler plus tard. Donc, on abrège tout simplement avec l'abréviation que j'ai donnée là. Le sexe de l'étudiant, vous voyez comment je l'ai abrégé. L'adresse mail de l'étudiant, voici comment je l'ai abrégé. Les types de données. Pour le matricule étudiant, AN, qu'est-ce que c'est tout à l'heure? Alphanumérique. On appelle alphanumérique parce que quand on voit le matricule d'étudiant, très souvent, c'est mélangé avec des chiffres et des lettres. Donc, même si c'est la carte d'identité, à la place du matricule étudiant ici, vous pouvez mettre la carte d'identité pouvait s'ajouter, pas mais s'ajouter parce que le matricule est important. La carte d'identité aussi pouvait s'ajouter ici. Donc, on a la taille, vous voyez que j'ai mis une valeur jusqu'à 80. Puisque le matricule, ça peut être très long, comme ça peut être court. Et comme je n'ai pas une idée de combien de caractères je peux avoir, donc pour ne pas avoir revenir pour faire des corrections, déjà je me mets des bases un peu plus élevées. Là, comme ça, quel que soit tout ce que je vais envoyer comme information, je n'ai pas de problème. La description, bon là, il n'y avait pas une description particulière concernant le cas de cet étudiant. Par contre, si par exemple, en exercice, c'était par exemple dans le cas d'une exploitation forestière, et puis par exemple, comme un truc
au lieu d'étudiants, on va mettre par exemple, comme classe d'entité, par exemple, la forêt. Si on met la forêt, on va donner dans les informations de la forêt, certaines informations qui sont là-dedans. Mais au niveau de la description, quelle description peut venir là? Oui. Les types d'arbres. Les types d'arbres. Oui. On peut mettre par exemple forêt claire. Oui, c'est ça, il a dit le type de forêt. Voilà. Au niveau de la forêt, au niveau c'est pour étudier les espèces. Dedans, c'est au niveau des parler au niveau des espèces. On a parlé au niveau des espèces, oui. Pour savoir si la forêt est classée. La forêt classée, c'est ça, il y a des types de forêt. D'accord, donc on va tout à l'heure les exercices ensemble. Si le temps le permet, forcément. C'est-à-dire, dans la description ici, comme on a dit les types de forêts. Les types de forêts, dit si c'est une forêt classée, une forêt claire, une forêt dense. Mais dans ce type de forêt aussi, il y a des espèces d'arbres qui sont là-dedans. Quelles sont les différentes espèces d'arbres auxquelles nous sommes confrontés? Et ces différentes espèces d'arbres, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des espèces d'arbres? Il y a des remarques, des observations à faire. Qu'est-ce qu'on observe au niveau de ces espèces d'arbres? Puis ce sont des cultures aussi. Quelles sont les cultures qu'on observe? Comment ça se, et comment l'environnement est où? Ce sont des informations qui viennent en complément, venir ajouter, appeler plus le dictionnaire de données. Au niveau du service médical, c'est la même chose. Je ne vais pas revenir en détail, mais c'était pour vous dire, voici comment on constitue le dictionnaire de données. Vous voyez, par exemple, pour ce mot très long, résultat d'analyse au service médical, on a tout simplement, on appelle ça résumé en résultat analyse. Mais quand une fois que c'est écrit comme ça, celui qui fait l'implémentation de la base de données, puisqu'il a mis un dictionnaire de données, celui qui va se demander qu'est-ce que c'est. Automatiquement, il va voir que c'est le résultat d'analyse au service médical. C'est bon? Ok. Madame, il y a une question. Oui. Monsieur le Président. Oui. Madame, c'est par rapport, revenez sur le tableau s'il vous plaît, c'est par rapport à la deuxième colonne. Oui. Vous avez mis nom de champ et puis vous avez mis en parenthèse code. Oui. Maintenant, dans le code, il y a maths, études, je ne sais pas. Je n'arrive pas à bien comprendre. Maths, études. Le nom du champ, comme on a dit, c'est, qu'est-ce que j'avais dit? C'était le libellé. Le nom du libellé. Le nom du champ ici. Oui. Ce sont, je dirais, quand on va continuer dans le cours, allons voir. Ce sont les différentes entités qui constituent la classe d'entité. Or, ces entités, ici, matricule étudiant est une entité. Le nom de l'étudiant est une entité. D'accord. On met code parce que ces entités peuvent être représentées seulement par des codes. C'est-à-dire, ça peut être des codes en fonction de qu'on appelle ça, des données que tu vas de ton entité, de tes entités que tu auras. Il peut y avoir des entités où tu dois mettre des codes. D'accord. Par exemple, on peut ajouter code d'étudiant. Si on met code d'étudiant, peut-être on décide de faire des codes en chiffres ou bien des codes en lettres. Mais il faut dire que c'est la même chose, quoi. Le nom du champ, tout comme le code, ça représente chaque entité. Et puis, ici, ces codes, c'est pour, on peut spécifier. Si on met par exemple les codes, au niveau du matricule étudiant, par exemple, c'est-à-dire chaque étudiant aura un code, n'est-ce pas? Le code qu'on va donner, ça ne sera pas le code pour tous les étudiants. Mais chaque étudiant aura son code. C'est bon? C'est bon, madame. Okay. Oui. Une question. Au niveau du dictionnaire, pas nécessaire que j'ai le tableau, pas nécessaire de les champs externes. Les champs externes, c'est-à-dire? C'est-à-dire les champs qui, par exemple, puisqu'il y a vu au niveau du service médical et au niveau des étudiants, normalement, pour que le service médical puisse identifier, faire une analyse d'un étudiant, normalement, il y a un champ de la catégorie étudiant qui doit arriver au niveau du service médical. Sinon, on ne pourra pas avoir une identification par rapport au dossier. Il y a donc le dossier de l'individu dans le conseil. Attention. Le dictionnaire de données ne définit pas automatiquement déjà ton système et toutes les opérations qui vont réagir. Non. Le dictionnaire de données donne tout simplement les informations capitales des différents éléments qui vont intervenir
dans ton système d'information. Donc, quand ce que tu viens de me dire, disons, c'est le lien, n'est-ce pas? C'est le lien qui va lier, par exemple, l'étudiant et puis le service médical. C'est de ça que tu parles. Bon, le lien qui va lier qu'on appelle ça, le service médical, et ici, j'ai précisé classe d'entité. Tu vois, non? Mais ici, tu te bases sur les entités. Maintenant, si tu dois mettre les associations, tu vas appeler, parce que tu ne peux pas venir mettre l'association dans la classe d'entité. Tu seras obligé de faire nos tableaux, écrire classe d'association. Mais la classe d'association, quelle taille tu vas donner? Ce sont des liens. Ce sont des fonctions. Quelle taille tu vas donner? Tu ne peux pas lui donner de taille, puisque ce sont des interactions qui agissent. Tu ne peux pas lui donner de taille, tu me comprends? Tu ne peux pas non plus lui donner, peut-être, tu peux juste donner une description, mais tu ne peux pas lui donner de taille ni de type de données. Tu me comprends? Voilà pourquoi est-ce que dans le dictionnaire de données, on ne le met pas. Mais à la suite, vous allez voir qu'on va définir ces liens-là. Vous me comprenez? Dans le dictionnaire de données, comprenez que le dictionnaire de données ne donne les renseignements que sur les classes d'entités. Tout ce qui va intervenir, ce sont les éléments clés. Les acteurs, tous les acteurs qui vont intervenir dans le système, le dictionnaire de données donne toutes les informations sur ces acteurs-là. Et tous ces acteurs-là, tous ces éléments, les éléments qui constituent ces acteurs, ainsi que les types de données qui vont constituer ces différentes entités de ces acteurs qui sont renseignés dans le dictionnaire. Sinon, ce que tu as dit, c'est important, mais à la suite, on va le mettre autrement. C'est bon? Le modèle de données, définition, c'est un ensemble de concepts et de règles de composition de ces concepts qui permet une description des données. Le modèle est généralement représenté à travers un formalisme graphique qui permet de décrire les données ou types de données et les relations entre elles. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est ce que je vais dire. Le slide précédent explique ce que je veux vous dire par ce slide. Il faut dire que la conception d'un système d'information respecte 3 étapes équivalentes à 3 niveaux d'études. L'analyse conceptuelle, où on se pose la question, que vois-je? Ou bien, qu'est-ce que je vois? Autrement dit, quoi faire et avec quelles données? Ça, c'est, disons, je dirais, ça, c'est le premier environnement que je peux dire, ou bien je dirais que déjà, c'est la première situation à laquelle on fait face. Qu'est-ce que je vois? Ou bien, qu'est-ce que je dois faire et avec quelles données? Ça, c'est la première base. On a l'analyse organisationnelle. C'est l'intégration d'aspects liés aux organisations, l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire le lieu, les acteurs, le temps, le type de traitement. Ensuite, on a aussi, il faut répondre à la question, comment organiser? L'analyse organisationnelle donne à répondre à la question, comment organiser? La première, l'analyse conceptuelle, qu'est-ce que je vois? La deuxième, l'analyse organisationnelle, comme son nom le dit, comment organiser? L'analyse opérationnelle, elle intervient dans la phase de relation qui consiste à faire les choix techniques d'implémentation, c'est-à-dire choisir le système de gestion pour ta base de données, à savoir le type de logiciel qu'il faut, le découpage pour la programmation et autres. Et c'est là, elle reprend la question, comment exprimer? Donc, vous voyez que c'est ces 3 étapes. On parle de l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois. L'analyse organisationnelle, c'est-à-dire comment l'organiser, comment organiser mes données. Qu'est-ce que je vois, c'est-à-dire comment collecter mes données. Quelles sont les données que je dois utiliser, qu'est-ce que je dois faire dans ma base de données. L'analyse organisationnelle, tu as collecté tes données, tu as vu ce que tu dois faire, comment tu dois les organiser. Ensuite, l'analyse opérationnelle, comment exprimer cela. Et pour l'expression, on fait appel à un système de gestion de base de données, soit des logiciels, soit des programmations. C'est bon? Ces 3 niveaux que je viens de parler se résument toujours encore ici, comme je l'ai dit en résumé. Le niveau conceptuel, il affiche le contenu de la base en termes conceptuels qui est indépendamment de toute considération informatique. C'est-à-dire le niveau conceptuel n'a pas besoin d'être un informaticien. On peut être un étudiant lambda ou une personne lambda, mais pour voir avec toutes les notions que tu as de collecte de données, de comment classer ces données, tu peux déjà faire le niveau conceptuel. Le niveau logique ou relationnel, il se déduit la traduction du schéma conceptuel en un schéma propre qui est un type de base de données.
Dans notre document, dans nos quiz, nous allons voir ici comment traduire le schéma conceptuel au schéma logique. Et c'est ce qu'on appelle le niveau logique ou relationnel ou bien le niveau organisationnel. Le niveau physique. Le niveau physique fait appel à la description des méthodes d'organisation et d'accès à la base de données. Toujours pour le même résumé, vous voyez, voici un étudiant qui a peut-être qui est face à une situation. Soit il est dans une entreprise, on lui demande de mettre en place une base de données, ou bien de concevoir une base de données, ou bien de faire une conception et gestion de la base de données. Donc, il a un univers d'application tellement vaste dans l'esprit. Comment est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire, il va commencer à se poser les questions que j'ai posées tout à l'heure. Dans ses analyses, il va commencer à mettre en place un modèle. Et dans le modèle, il va passer à l'élaboration du modèle entité-association qui fait toujours appel au niveau conceptuel. Le passage modèle relationnel qui fait appel au niveau logique ou bien le modèle organisationnel. Ce sont des, qu'on appelle ça, des synonymes. Ensuite, le passage d'implémentation sur un système de gestion de base de données qui fait appel au niveau physique. Donc, voici les trois grandes étapes dans la mise en place de la conception d'une base de données et sa gestion. C'est bon? Bon, ici, ça c'est un quiz. Ce n'est pas nécessaire de faire ce quiz-là. Ça fait déjà 2 quiz que je vous ai épargnés. Parce que ça, ce sont des informations que tout à l'heure, j'ai demandé dans le quiz. C'était les 3 étapes nécessaires dans la construction d'une base de données. Or, ce sont les 3 étapes que nous venons de voir. Donc, quand quelqu'un vous dit que ce sont les 3 étapes qui interviennent dans la construction d'une base de données, automatiquement, ces 3 étapes doivent se créer dans votre esprit. Donc, si vous avez un sujet et que vous devrez utiliser qu'on appelle ça les bases de données, ou bien ça utilise les bases de données pour mettre en exergue quelque chose dans votre sujet, sachez que les 3 étapes là sont très importantes. Une étape ne peut pas être négligée. Parce que si tu n'as pas conçu la base, tu ne peux pas venir à son organisation ou dire à son implémentation. C'est pas possible. C'est-à-dire concevoir la base de données, c'est-à-dire collecter toutes les données possibles. Ensuite, les classer. Et puis maintenant, te demander comment pouvoir utiliser ces données que je viens de collecter pour pouvoir avoir des informations nécessaires. C'est bon? Nous allons participer maintenant à la première démarche de conception d'une base de données. Avant de passer à cette démarche, laisse savoir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, nous continuons. Il n'y a pas de questions? C'est bon, ça semble fluide, ok, compréhensible? Merci. Vous qui êtes en ligne, c'est bon pour vous aussi? Oui, ça va, madame. D'accord. Et jusque là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, nous continuons. Donc, nous allons parler de la modélisation conceptuelle, c'est-à-dire le MCD, on abrège MCD. C'est une étape importante dans la conception de la base de données, du fait qu'on y détermine le contenu de la base de données et on y définit la nature des relations entre les concepts principaux. Le modèle conception des données, c'est-à-dire qui est appelé le modèle entité-association, où il y a encore un autre nom qu'on va voir tout à l'heure dans la suite, il permet la représentation de la structure du système d'information du point de vue des données, tout en définissant les dépendances ou relations entre ces différentes données. Le modèle entité-association est un formalisme graphique pour la modélisation de données. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ici, dans le modèle conceptuel de données, nous avons différentes étapes. Il est encore appelé le modèle entité-relation. Il est encore appelé le modèle entité-association. Ici, vous voyez que l'entité, vous voyez dans le modèle ER, entité-relation, modèle entité-association, c'est la même chose. Ici, l'association, c'est juste les relations. C'est juste les relations qui les lient. Elle regroupe les entités, les associations, les propriétés ou attributs, les cardinalités, et puis maintenant, parlons de l'identifiant. Ici, nous allons voir les entités. Les entités, qu'est-ce que c'est? Une entité, c'est un objet. L'objet peut être un individu, un événement, un lieu, une chose, etc., qui peut être identifié distinctement.
C'est ça l'entité. La classe d'entité regroupe les entités de la même nature. Vous avez vu tout à l'heure les étudiants. J'ai appelé classe étudiant. Et dans classe étudiant, ça regroupait toutes les entités de la même nature. Et quelles étaient les différentes entités qui intervenaient là? Citez-moi quelques-uns si vous avez reconnu quelque chose. Le matricule d'étudiant, le nom de l'étudiant, le contact de l'étudiant, l'âge de l'étudiant, le sexe de l'étudiant. C'est bon. Est-ce que dans cette classe d'entité-là, on peut venir parler du personnel? On ne peut pas parler du personnel parce qu'ils n'ont rien en commun. Est-ce que dans cette entité-là, on peut venir parler de contrat ou bien de quelque chose salarial ou bien de l'autre? Non. Donc, disons, là, vous voyez un peu ce que je veux dire par les classes d'entité. D'accord, c'est pas grave. La liste des entités et classes d'entités. Par exemple, dans le cas de la gestion de la scolarité de l'ENS, on avait différentes classes d'entités. Et je les ai résumées. On avait 4 classes d'entités. Sur le chemin, on avait 4 classes d'entités. On avait les étudiants, le service médical, la scolarité, le service d'examen et concours. Et donc, quand je veux parler du formalisme graphique de représentation des classes d'entités, voici comment est-ce que se présente ce formalisme. C'est tout simplement une colonne. Dans cette colonne, la première partie, on met le nom de la classe d'entité. Et puis maintenant, à la suite, ce sont les différentes entités qui interviennent. Vous voyez qu'ici, les différentes entités qui interviennent, je n'ai pas écrit les noms de ces entités-là. C'est-à-dire, je n'ai pas écrit matricule étudiant, je n'ai pas donné le matricule. J'ai mis tout simplement matricule étudiant, nom étudiant, prénom, et ainsi de suite. Mais dans matricule étudiant, ce n'est pas matricule d'étudiant d'un seul étudiant. Ce sera le matricule étudiant de plusieurs étudiants. À la suite, nous allons voir comment organiser cela. Et donc, c'est comme sont définies les classes d'entités et les différentes entités. Et ce qui est important, c'est qu'une entité est une valeur particulière d'une classe d'entité. Quand on parle d'une entité, c'est qu'elle appartient à une classe d'entité. Donc, quand je vais parler de l'entité sexe étudiant, elle va appartenir automatiquement à la classe d'entité étudiant. Elle ne peut pas aller appartenir à une autre classe d'entité. Ce n'est pas possible. C'est bon? Les associations ou relations, c'est quoi? Une association, c'est le lien qui lie 2 ou plusieurs entités. C'est-à-dire les entités entre elles vont communiquer, puisqu'on a parlé d'une interaction. Depuis la première fois, l'interaction, on a eu à parler encore de liens, de fonctions et autres. Ça va lier 2 entités. Tout comme aussi l'association lie en même temps aussi les 2 classes d'entités. C'est-à-dire ta relation que tu vas écrire, pardonnez, sachez qu'elle doit lier en même temps les 2 classes d'entités et en même temps, elle doit lier chaque entité au sein de chaque classe d'entité. C'est bon? Avec un exemple à l'appui, je pense qu'on va comprendre ce que c'est. Ici, par exemple, association et classe d'association. De la manière qu'on parle d'entité, classe d'entité, il en est aussi de même pour les associations. On parle d'association et de classe d'association aussi. Un exemple. Exemple d'association. Ici, nous allons établir une première association pour notre différentes classes d'entités qu'on a. On va établir une première association. Un étudiant retire une fiche d'inscription à la scolarité. Ça, c'est déjà un premier lien. Ensuite, ici, quelles sont les 2 classes d'entités qui rentrent en ligne de compte? Étudiant et scolarité. Ensuite, un agent de la scolarité délivre une fiche d'inscription à un étudiant. Quelles sont les classes d'entités encore? Scolarité et étudiant. C'est bon? Vous voyez que pour cette association, pour ces 2 classes d'entités, on a 2 fonctions. On a 2 relations. Une première relation qui va dans le sens positif, retire, et une deuxième relation qui va dans le sens contraire, délivré. Ici, retirer, relie l'étudiant et la scolarité. Tout à l'heure, l'explication, ce que tu voulais qu'on mette dans le dictionnaire de l'eau, j'ai dit non, que lui, on va le mettre à part, puisqu'on ne peut pas donner des tailles et autres. Voici comment il faut pouvoir l'écrire. C'est-à-dire, par exemple, tu vas définir tes différentes associations ou classes d'association. Donc ici, relier est une classe, pas une classe, est une association. Elle va relier étudiants et scolarité. Délivrer aussi est une association. Elle va relier scolarité et étudiants. Et pour représenter cette classe, ces 2 associations, ici on a combien d'associations? On a 2 associations qui sont retirées et puis délivrées. Donc on va leur donner un nom.
La manière on a fait pour les classes d'entités, pour les entités qu'on a regroupées en classe, eux on va les regrouper en classe. Donc ici, le nom qu'on va les donner, on va les appeler classes d'association. Et voici comment est-ce qu'ils se représentent. On a vu tout à l'heure le formalisme graphique au niveau des classes d'entités. Voici comment se présente le formalisme graphique au niveau des classes d'association. C'est un steak, je dirais, un peu ovale, avec un tiret au milieu. Le tiret, la première partie, c'est l'action positive et la deuxième partie, c'est l'action dans l'autre sens. Donc, ce sont les deux fonctions et c'est ce qu'on appelle la classe d'association. Vous allez voir que cette classe d'association lie deux associations qui sont retirées et délivrées. Et c'est cette classe d'association qu'on appelle ça, relie deux classes qu'on appelle ça, d'entités qui sont étudiants depuis la scolarité. Vous allez voir que quand on va prendre les différentes classes d'association, tout ce qui est entité dans la classe d'étudiants ou tout ce qui est scolarité, tout ce qui est entité dans la classe de scolarité seront toujours liés avec cette association qu'on vient de donner. C'est bon? En résumé, voici l'exemple. J'ai représenté ici les deux classes d'entités qui sont représentées par étudiants scolarité avec les différentes entités que je n'ai pas listées ici. J'ai juste résumé les entités. Et vous voyez la classe d'association que je l'ai reliée. Vous voyez la position des flèches. C'est-à-dire il y a les flèches qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire de A à B et de B à A. Et il y a deux rôles. Dans un premier sens, il y a un rôle. Dans un deuxième sens, il y a un rôle. On va voir l'utilité de ces flèches et l'utilité de ces relations dans les cardinalités. Parce que pour quelqu'un qui met seulement sa fonction, il met une seule fonction, tu vas écrire la cardinalité dans un sens et dans l'autre sens, tu vas l'écrire comment. Sachez que chaque fonction ou chaque rôle ou bien chaque interaction ou chaque lien fait appel à une cardinalité. Mais on va laisser cette partie parce qu'elle est un peu complexe. Donc, quand on va avancer, on va revenir sur ça. Mais déjà, ayez ça en esprit pour la suite du cours. Chaque entité joue un rôle dans une association. Ça, c'est clair, c'est normal. La classe d'association regroupe toutes les associations possibles entre les deux entités. Tout à l'heure, on a vu ce que c'est que la classe d'association. Donc, sachez qu'elle regroupe toutes les associations possibles entre deux entités. Deux entités différentes, pas les deux entités identiques au sein d'une classe. Non, deux entités différentes. On parle d'association, c'est lié entre deux classes, lié entre deux entités, mais qui viennent de part et de l'autre, pas au sein d'une classe. C'est bon? Considérant l'exemple de la gestion de la scolarité de l'ENS avec les classes d'entités ci-dessous, je demande à ce qu'on puisse faire la représentation graphique et de trouver les exemples d'associations entre les entités. Donnez les noms de classes d'associations entre les classes d'entités et puis faites la représentation graphique pour des classes d'associations. Excusez-moi, je vais voir à côté là, on peut emprunter aussi encore le tableau. Et besoin d'une façon parmi le tableau. Ils sont en cours, donc on va le silencieux. Bon, on va mettre un peu le truc pour changer un peu la température dans le monde. Ah, Émile, j'ai été. Ça vient. Oui. Oui, j'ai dit que je vais le chercher. J'ai besoin déjà de quelques étudiants. Il n'y a pas besoin de salir le tableau.
Et déjà, il y a besoin d'un étudiant qui va me faire la représentation graphique d'une classe d'entité. J'ai 4 classes d'entité, donc j'ai besoin d'un étudiant. Un étudiant pour venir faire la représentation graphique des 4 classes d'entité. Prenez note, celui-là n'écrit pas bien. Prends. Il y a le noir là, il y a un des noirs qui écrit bien. Laisse ça côté. Non, non, représente les classes d'entité seulement. Laisse les classes d'association. On va revenir à ça. Écrivez scolarité, puis l'autre, vous abrégez, comme c'est bon. C'est fini? Vous avez fini? Qu'est-ce qu'il reste encore? Le quoi? Il reste le... Non, non, non. Dans tes classes d'entité, la main, c'est terminé. Tes classes d'entité, il n'y a pas une remarque, c'est terminé. Ici, qui voit l'erreur? J'ai représenté tout à l'heure le formalisme graphique. Une classe d'entité, est-ce que c'est comme ça se présente? Donc, voilà, bien complété. Bien complété. Le formalisme. Vous avez trouvé les classes d'entité, c'est déjà bon. Vous les avez disposées, mais ce n'est pas terminé. Madame, je peux en tête les entités, donc ils vont... Non, 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 je ne demande même pas les détails. Voilà. Je ne demande même pas les détails. Les détails, on va voilà. Merci. C'est tout ce que voici la représentation graphique des classes d'entité. Voilà, ça, quand tu fais ça déjà, quelqu'un sait que c'est une classe d'entité. Sinon, de la manière que tu l'as fait, on peut dire que c'est une entité. On va considérer ça comme une entité, on ne va pas dire que c'est une classe d'entité. Mais une fois que tu divises, on voit immédiatement qu'en haut, c'est la classe et en dessous, ce sont les éléments qui composent la classe. C'est bon. Ici, on va laisser juste les éléments qui composent la classe pour vous. Ensuite, on vient de donner qu'on appelle ça, les classes d'entités. Maintenant, je demande de faire la présentation graphique des exemples d'associations entre les entités. Il y a des gens qui peuvent se jeter à l'eau. Des exemples d'associations, ça veut dire vous-même, vous mettez en place des associations. Oui. Vous-même mettez en place des associations. Madame, selon le schéma, par exemple, un étudiant, vu qu'il doit s'inscrire d'abord au niveau de la scolarité, oui. Donc au niveau de entre la classe, à étudier la classe scolarité, il y aura par exemple le retrait de la fiche d'inscription et puis eux aussi, ils auront délivré, c'est-à-dire délivré une fiche, retrait d'une fiche. Donc c'est un exemple de... Je présente la première. C'est bon, c'est fini? Maintenant, au niveau de... Non, non, pour cette liaison que tu viens de terminer. Les flèches. Ah non, les flèches. C'est bon, non, laisse quelqu'un d'autre, oui. Un autre étudiant, oui. Venez pour établir l'autre liaison. On va établir les liaisons possibles.
Et votre exemple que vous allez mettre en place, c'est ça, on va prendre pour un peu jusqu'à là. C'est pas, je vous laisse le choix de. Non, ce qui vous vient à l'esprit. Oui, mais. Bon, voilà. Je vais voir entre étudiants et puis Le service médical. D'accord. C'est qu'on va à l'hôpital pour se consulter, bien soit visiter là. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire qu'on appelle ça? Comment tu vas expliquer ta liaison ici? La liaison, je dirais que les étudiants vont dans les services médicaux là, pour se consulter. Pour se faire consulter. Voilà. Donc, consulter les services. Voilà. Ensuite. Et puis ceux-là, ils viennent visiter les étudiants. Est-ce que le service médical visite? Non. Ils viennent diagnostiquer. Est-ce qu'ils diagnostiquent? Ils délivrent des résultats. Ils délivrent, vous voyez un peu? Donc, quand vous allez faire votre propre système, ça va vous guider. Ils délivrent. Donc, il faut changer. Au niveau de visiter, on pouvait mettre visiter, par exemple, consulter, visiter ensemble. Et puis là, même voilà. Il demande quoi? Il voit ton tableau. Mais comment? Mais si on met comme ça, est-ce que les autres, vous savez ce que vous voyez? Pourquoi tenir la caméra, c'était bon ça? Dans ce cas, on va mettre. Est-ce que voilà, essaie de bien présenter. C'est bon? Pardon. Faut bien orienter. Vous allez voir. On va faire aussi une idée. Je sais pas comment faire. Essaie de tourner s'il peut voir un peu. C'est bon? Mais répondez au bien. Moi, je pense que ça sera difficile. Je pense que ça sera difficile parce que même là encore, on ne voit pas. Donc, il faut vous envoyer la photo. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà, mais écoutez ce qu'on est en train de faire quoi, pour que vous ayez une idée. Non, suivez en prêtant vraiment l'oreille. C'est ça. Et puis, si on a des questions, on va les poser. Oui, mais si vous avez des questions, là, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Ensuite, quelle liaison encore? Oui, celui du fond. Voilà, ici, comme liaison, il y a les étudiants, par exemple, qui vont présenter le LNS. Donc, ces étudiants vont déposer des dossiers au service des examens et concours. Et en retour, le service va leur délivrer des fiches. Vous prenez tout en délivrer. Non, ils vont déposer des dossiers demandés pour pouvoir présenter le concours. Et en retour, il y a les fiches que le service leur donne. Les fiches, mais bon, comment on peut appeler ces fiches-là? Fiches d'inscription. Oui, autorisé. Bon. Le service d'examen va qu'on appelle ça, autoriser. On a pu mettre autorisé ou bien il y avait un autre mot qui me venait en tête. Analyser aussi. Valider ou bien valider aussi, voilà. Oui. Alors, moi, j'avais pensé à le service d'examen pour parler des diplômes. Et les étudiants allaient composer les examens et puis le service d'examen pour parler des diplômes.
Ici, le service des examens, quand les étudiants viennent déposer, c'est un service. Donc, ils viennent pour pouvoir passer les examens pour venir déposer des dossiers. Donc, le service, c'est un service des examens des concours. Donc, ils viennent déposer tes dossiers. Maintenant, quand tu vas faire tes examens, les résultats, c'est le service des examens qui est chargé de donner les résultats, mais pas directement aux étudiants. Donc là, on ne peut pas déjà mettre les résultats. Mais il y avait un autre mot qu'on devait mettre. Analyser ou bien autoriser l'étudiant à pouvoir passer l'examen. C'est-à-dire si l'étudiant est apte à passer l'examen. Parce qu'il y a des critères, il doit avoir des critères d'âge, les fonction des analyses qui viennent et autres. Donc, il doit avoir des Madame, oui. Madame, moi, je veux comprendre par rapport au premier schéma que vous avez mis dans le cours. C'est-à-dire que le fait qu'il y a une interaction entre la scolarité et puis le service de l'examen. Parce que si l'étudiant en question a une interaction directe avec le service d'examen, ça signifie que la scolarité joue son symbole de service là, on vient de lever à la et puis on requiert la piste. On va voir tout à l'heure. Ici, il a mis dépôt autorisation. Ça, c'est très bien. Je vais attirer votre attention sur. Vous voyez que dans les autres classes d'association, ce sont des verbes et des verbes à l'indemnité. C'est-à-dire les associations, ce sont des fonctions. Ce qui les régit, ce sont des verbes. Aucun nom ne régit les associations. Donc, ça dit ici, quand on a parlé de dépôt, ça sera déposé. Autorisation, ça sera autorisé. Ce sont des verbes. Quand on parle d'association, ce sont des verbes. C'est bon. Merci d'avoir fait l'erreur pour qu'on puisse en retenir. Voilà. Ensuite, quelle liaison encore? Si vous dites c'est fini, on arrête. Quelle liaison encore? Madame, il y a une question. Oui, la question. Oui, madame, je veux savoir, le service médical, c'est uniquement pour les étudiants? Ou bien est-ce que, par exemple, la scolarité ou bien, est-ce que le monde de la scolarité peut, je veux dire, se faire consulter au service médical? Oui, je réponds. Attends, il y a un qui va répondre. Concernant le service médical, c'est pas forcément. On peut dire, bon, si s'agit des étudiants, c'est-à-dire que le service médical va envoyer des informations à la scolarité concernant les étudiants. Vous voyez un peu. Mais la scolarité aussi va maintenant. Comment on peut dire ça? Ils peuvent demander des informations au service, à la scolarité, et puis maintenant la scolarité va leur emmener ces informations-là au service médical. Oui. Donc, attendez, pas fini d'abord. Du coup, bon, les membres de la scolarité n'ont pas besoin, je ne sais pas comment on peut dire ça. La relation qui lie l'étudiant du service médical, ce n'est pas forcément la même relation que le service médical et la scolarité. Justement. Voilà. Donc, au niveau du service médical et de la scolarité, la relation qui peut les lier, c'est que ce sont les informations des étudiants là, qui peuvent les relier. Voilà. Ici, ne voyez pas la scolarité comme des agents qui sont à l'intérieur, qui vont chercher à aller se faire consulter aussi comme les étudiants. Non, eux, ils ne vont pas se faire consulter au service médical ici. L'exercice, c'était dans le but de pouvoir assurer une bonne gestion. C'est-à-dire que déjà, la scolarité doit avoir la possibilité de contacter le service médical par rapport à un étudiant lambda. Tout comme le service médical aussi doit être en mesure de fournir les informations recueillies chez l'étudiant aussi à la scolarité. Vous voyez, donc la scolarité qui est là joue un rôle de, s'il faut dire, d'intermédiaire, mais de gestion en quelque sorte. C'est-à-dire les étudiants qui viennent proposer, c'est vrai, ils ont déposé le dossier, mais est-ce que ces étudiants, ils sont soldés ou bien ils sont aptes au service médical, toutes les informations qui sont là-bas, eux, ils ont accès à ça. Vous voyez. Mais si c'était dans un autre contexte, par exemple dans un contexte de consultation, ou bien dans un contexte d'hôpital,
Peut-être on voulait mettre un système en place pour une bonne gestion, par exemple, de l'hôpital. On pourrait dire que la scolarité, peut-être, à des agents aussi qui vont aller se faire aussi consulter. Là, c'est différent. Mais ici, dans ce cas-là, voyez, le sens, ce n'est pas les mêmes fonctions qui vont régir l'étudiant et les services spéciaux. C'est bon, celui qui est en ligne? C'est bon? Oui. Allô? C'est bon. C'est bon. Oui. Non, madame, bon, c'est ce que je voulais dire là, c'est ce que vous venez de dire. D'accord. En fait, le service médical fournit les informations parce que à l'ENS, on fait la visite médicale. Pour rentrer à l'ENS, on fait une visite médicale et au sortir de l'ENS, il y a encore une autre visite médicale. Donc, ces résultats-là sont communiqués par le service médical à la scolarité. Il complète les dossiers afin de les déposer à la fonction publique pour l'intégration, pour dire que les étudiants qui sortent de l'ENS sont aptes au niveau de la santé pour pouvoir exercer ces fonctions. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu as parlé du service médical à la scolarité, c'est-à-dire le service médical fournit les informations, n'est-ce pas? Fournit les informations, oui. Écrit de manière... Non. Ça, c'est une erreur grave aussi. Ça, c'est important. Vous avez vu l'erreur qu'il a voulu faire. Il a voulu écrire fournir ici, alors que non, c'est le sens inverse. Quand tu es placé comme ça, voici le sens direct. Et l'autre, c'est le sens inverse. Et donc, du moment où il a parlé du service médical à la scolarité, c'est ici que ça doit se parler. Si tu le mets ici, c'est-à-dire la scolarité fournit des informations au service médical, c'est différent. Quand c'est de manière verticale, c'est à droite, le sens inverse, à gauche, le sens direct. Quand c'est de façon verticale, à gauche, c'est toujours le sens direct, à droite. C'est bon? Oui. Si la scolarité ne suffit pas, par exemple, Non. On va revenir sur ce que tu es en train de dire. Maintenant, on est en train d'écrire ce qu'il vient de dire, d'expliquer. Il a expliqué que le service médical a la possibilité de fournir des informations à la scolarité concernant l'étudiant. Je suis d'accord. Et donc, dans ce sens-là, comment écrire? Il ne fallait pas changer. Plus vous faites les erreurs, plus ça va vous aider dans l'exercice que je vous ai donné. Et donc, pour cette première fonction, c'est dans le sens positif. C'est-à-dire, elle part de la scolarité et du service médical à la scolarité. Et donc, le fournir, ça a sa place là. Mais si ici, on met le fournir, c'est un deuxième fournir, mais qui a encore un autre sens différent du sens qui est là. C'est bon? Donc, on ne peut pas mettre pour ce qu'il a dit, on ne peut pas le mettre là. C'est là, il correspond. Donc, mais oui. Je voulais expliquer un peu par rapport au sens vertical. Au sens, d'accord. Donc, qui finit d'écrire fournir. Moi, je peux écrire fournir comme ça. Non, laisse-la, on va... Voilà. Je disais, oui, c'est bon maintenant d'expliquer. Le service médical a la latitude de fournir des informations recueillies des étudiants ici, au service de scolarité. Ou bien de renseigner le service de scolarité. On peut même fournir, renseigner. Mais on ne peut pas mettre écrit fournir dans le sens inverse, parce que lorsqu'on le met là, c'est-à-dire, elle prend en compte cette liaison qu'on va écrire ici, qu'on a écrit ici, prend en compte les deux classes d'entités, c'est-à-dire la scolarité et puis le service médical. Alors que c'est le contraire. Pour se fournir, que cet étudiant en ligne a expliqué, il prend en compte la classe d'entité, service médical, scolarité. Donc, quand tout à l'heure j'ai expliqué, j'ai dit quand on a un élément A et puis on a un élément B. On a un élément A et puis on a un élément B. A a une fonction B et B a une fonction BA. C'est ce qui se résume à une flèche ou deux sens. Et donc, pour pouvoir respecter exactement ce que l'autre a dit en ligne, il faut qu'on suive la logique des choses. Si on ne suit pas, ça va nous rattraper dans les cardinalités. C'est bon? Non, on n'aura pas une seule flèche parce que si on met fournir aussi vite. Non. Si tu as une seule flèche, elle est dans l'autre sens. C'est comme si, qu'on appelle ça,
tes deux entités sont liées seulement par une seule fonction. Or, les classes d'entités sont toujours liées par deux fonctions. Sachez que c'est toujours un chemin aller-retour. Ce n'est jamais un chemin aller. C'est toujours dans les deux sens, aller et retour. Donc, arrangez-vous pour trouver toujours un chemin aller-retour. C'est bon? Allô, madame? Oui. Madame, concernant le chemin aller-retour, d'abord, c'est le service de la scolarité qui met à la disposition du service médical la base de données, c'est-à-dire la liste des étudiants pour qu'ils puissent faire la visite médicale d'abord. Et à la suite de la visite médicale maintenant, le service médical à son tour met les résultats des visites à la disposition de la scolarité. Donc, c'est le sens aller-retour là. D'abord, le service de la scolarité donne la liste, c'est-à-dire la base de données pour de scolarité au service médical pour que ce service-là puisse faire la visite médicale. À la suite de la visite médicale maintenant, le service médical donne les résultats des différentes visites-là à la scolarité. Donc, la flèche aller-retour dans ce sens-là, c'est comme ça. Mais c'est pour ce que, tout à l'heure, ce n'est pas toi qui avais donné le sens de cette flèche fournie-là. Si, c'est moi, madame. Voilà. C'est pour dire que l'explication que tu viens de donner, elle est cohérente. Tout comme aussi l'explication tout à l'heure que nous venons de donner, ici aussi, elle est cohérente. Je m'explique. La cohérence, c'est dû à quoi? C'est-à-dire, quand tu mets en place ton système de base de données, c'est toi qui est le concepteur qui sait ce que tu fais. C'est le concepteur qui sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi il est important d'expliquer. Quand tu expliques, il y a une cohérence, il y a une logique, il n'y a pas de problème. C'est bon? Mais quand tu n'expliques pas et que c'est vague, ça peut donner l'interprétation à quelqu'un d'autre qui prend de l'interpréter autrement. Vous voyez que pour ce côté, il a dit tout à l'heure que la scolarité, dans le premier fourni qu'on a eu à faire, le service médical pourrait fournir des informations à la scolarité. Ensuite, il revient encore dire la scolarité donne des listes au service médical et le service médical se charge de donner les résultats à la scolarité. Vous voyez déjà pour les deux exercices, deux chemins différents. Mais ces deux chemins différents peuvent être traités en fonction de celui qui conçoit la base de données. Si celui qui conçoit sa base de données veut donner la liste des étudiants au service médical pour que le service médical lui donne en retour des informations, il va le faire. Par contre, si un autre conçoit sa base de données et qu'il pense que les étudiants déjà sont passés au service médical, donc toutes les informations sont là-bas, de sorte que le service médical, dès qu'un étudiant vient et qu'il donne ces informations, ils prennent tous les résultats possibles qu'il faut automatiquement et ils rentrent en contact avec la scolarité pour finir. Vous voyez que les deux peuvent se faire. Ça dépend de la conception de celui qui fait sa base de données. Et de la manière que les deux peuvent se faire, ça peut jouer sur les cardinalités. Vous voyez? Voilà pourquoi quand dans l'exercice, on vous demande d'expliquer dans la cohérence, quelqu'un va vous dire non, par rapport à ce que tu as dit, ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce qu'il a dit, ça c'est encore un autre chemin. Ce qu'il a dit encore au début, c'est aussi un autre chemin. C'est bon? Si on considère ce qu'il a dit au début, ça dit que le service médical fournit des informations à la scolarité concernant les étudiants. En retour, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire la scolarité au niveau du service médical? Oui? Il va donner les résultats. Non. La scolarité au service médical, qu'est-ce qui va se passer? Oui? C'est là, en fait, comme il disait, on va résoudre le problème de est-ce que la scolarité envoie les premiers documents avant les... Ça va dépendre du premier culture, ça dépend, vous avez parlé, ça dépend de ce qu'on fait de la base. Oui. Au niveau de la scolarité, si on lui donne le rôle de celui qui cherche tout ce qui est à face, le fait que les étudiants retirent une fiche et ensuite vont au service médical pour faire les examens, c'est-à-dire qu'en partant au service médical, ils retournent avec leurs résultats. Donc, ils font le dossier et puis ensuite ils déposent au niveau de la scolarité. À ce moment, il n'a pas besoin d'avoir un lien entre la scolarité et le service médical. Maintenant, si on veut mettre un lien, c'est-à-dire que la scolarité fournit déjà les données des étudiants qui sont inscrits à leur niveau, et puis eux, ils vont les contacts qu'ils vont là-bas pour faire les examens. À ce moment, il doit avoir un chemin à dire entre le service médical et la scolarité. Ça, c'est un autre chemin aussi. Ah, c'est un autre chemin. Il y a beaucoup de chemins.
Le plus important, c'est la fin. C'est la conception de la base. Oui. Je suis pas d'accord. Oui, pourquoi? Si je veux que l'étudiant peut aller consulter, c'est pour ça aussi, si le service médical n'arrive pas à envoyer la liste des étudiants qui sont aptes aux soins de sécurité, les étudiants peuvent falsifier les choses de leurs étudiants. Les étudiants peuvent falsifier, si quoi? Si le service médical médical ne confirme pas la liste de ceux qui sont aptes à la scolarité, les étudiants peuvent falsifier leurs résultats. Mais là, on parle de contraintes. Ce qu'il a dit là, c'est aussi un chemin. Mais pour quelqu'un qui va concevoir cette base de données, il donne une contrainte. C'est-à-dire, si les étudiants doivent envoyer les résultats médicaux à la scolarité, il y a une contrainte. Enveloppe stérile. C'est la contrainte. Une enveloppe stérile. C'est-à-dire, le service médical, on n'a pas encore résolu le problème, mais comme il y a des questions qui viennent, sont en train de résoudre ce problème. Le service médical va fournir les résultats sous une enveloppe scellée que seule la scolarité, un responsable de la scolarité a le droit d'ouvrir. L'enveloppe est telle que si l'étudiant a touché, on le sait déjà. On le sait. Donc, automatiquement, ça veut dire qu'il a visé cet étudiant, on ne le considère même plus. C'est-à-dire lui-même, il s'est éliminé, il s'est disqualifié. Donc, ce qu'il a dit, c'est un chemin. Mais là, intervient ce qu'on appelle les contraintes. Une des contraintes qu'on peut mettre dans cette base de données, pour quelqu'un qui va construire une base de données, c'est-à-dire que l'étudiant n'a pas le droit de voir le résultat qu'il envoie. Donc, c'est-à-dire une enveloppe en dessous. C'est bon? Oui. Voilà, moi, oui. On pourrait le service médical à l'aide des formations que l'étudiant peut arrêter. Bon, je dis qu'on peut placer ce schéma dans les deux sens, mais je ne sais pas lequel des sens est normal. Vous voyez, ça suscite un grand débat. Ça suscite un grand débat parce que j'ai donné la liberté à ce qu'on puisse écrire les liaisons comme ce doit. Chacun, les arguments que chacun donne, lorsqu'il argumente, elles ont leur sens, leur rôle d'être là et elles sont solides. Si j'avais donné des directions, des directives strictes dans l'élaboration du sujet, les choses allaient être sans débat. Mais je l'ai donné de sorte comme ça à ce qu'on puisse nous-mêmes chercher les différentes liaisons pour le faire. Je l'ai fait ainsi pour permettre à tout un chacun d'avoir un esprit libre quand il conçoit sa base de données. Dans ta base de données, quelqu'un ne peut pas venir t'influencer dans ta conception de base de données. C'est toi qui es le concepteur. C'est toi qui sais ce que tu veux obtenir, ce que tu veux aboutir comme résultat. Donc, tous les chemins possibles que tu vas mettre, il faudrait qu'il y ait une logique, une cohérence qui va aboutir exactement au résultat que nous recherchons. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai fait cette, on appelle ça, sans spécifier de façon vague et haute, pour que vous puissiez, vous-même, chacun envoie ses éléments de réponse, on discute, on débat, ça vous donne, ça vous ouvre les esprits, ça vous permet de comprendre certaines choses. Mais, dans vos exercices, vous avez eu le temps vous-même de vous concerter, de discuter, de savoir dans quelle orientation orienter votre base de données. Donc là, normalement, le chemin que vous utilisez, normalement, le chemin doit être unique. C'est-à-dire, quand tu vas venir pour expliquer ta base de données, ce que tu vas dire là, c'est sans problème pour te pousser jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'ici, j'ai donné un thème, j'ai dit, et créons toutes les liaisons possibles qu'il y a, mais en pensant qu'il y a une cohérence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, tous les exemples de résultats ou bien d'explications que vous donnez, elles sont justes, elles sont acceptables, puisqu'il n'y a pas de limites. Je n'ai pas posé de limites, je n'ai pas posé de contraintes. Je n'ai pas tenu compte des contraintes. C'est une base de données simplement comme ça. C'est bon? On a fini avec le service médical, mais trouvons un lien entre scolarité et service médical, oui. Donc ici, directement la scolarité vérifie les informations avec le service médical. Elle a son pouvoir valider directement.
C'est une base de données. On a tout besoin de faire venir les enveloppes. Voilà, bon, dans tout le cas où il n'y a pas d'enveloppe. Vous voyez, lui, il a parlé de tout à l'heure de vérifier. Vérifier, valider, confirmer. Tout comme aussi la scolarité aussi peut renseigner aussi le service médical sur certaines informations. Tout à l'heure, il y avait un qui disait de l'argent, est-ce que l'étudiant a payé, des trucs comme cela, n'est-ce pas? Avec la posé question de moi. Toi là. Ici, par exemple, on a un rôle de renseignement. De sorte que la scolarité est censée, dans ses renseignements, de donner toutes les informations possibles du service médical pour savoir si l'étudiant a soldé. C'est bon? Donc ici, comme il a dit, pardon, vérifier. On peut même vérifier, valider, bien renseigner. Maintenant, l'étudiant qui est en ligne, comment, celui qui a donné toute l'information, quel est le nom? Begré. Tout à l'heure, tu as dit, si la scolarité, par exemple, est censée fournir une liste au service médical. C'est ça, non? Oui, madame. Voilà. Donc, si, par exemple, si la scolarité est censée fournir une liste médicale au service médical, fournir liste des étudiants, pardonnez, donc on met le fournir. Puisque je parle de la scolarité au service médical, voilà pourquoi je l'ai écrit. Dans le sens inverse, c'est-à-dire du service médical à la scolarité, qu'est-ce qui va se passer? Il a eu à parler. Oui, vas-y. Le service médical à son tour fournit les résultats de la visite médicale des étudiants. Fournit des résultats. Donc, ça dit fournir encore. Mais Madame, on peut dire transmettre. Oui, ou bien transmettre. On peut dire transmettre. Voilà. Le mot transmettre, c'est encore mieux pour éviter les deux fournir. On s'adresse sur transmettre. Vous voyez, dans les deux cas de situation qui ont été posées, on pouvait faire cela aussi. Soit la scolarité fournissait une liste, et puis le service médical se chargeait de transmettre toutes les informations qu'ils avaient sur chaque étudiant à la scolarité. Tout comme aussi le service médical pourrait fournir les résultats à la scolarité directement. Tout comme la scolarité, à son tour, venait faire des vérifications, valider ou bien donner des renseignements au service médical concernant, par exemple, sur l'état de l'étudiant, s'il a sauvé sa scolarité ou pas. C'est bon? Est-ce que c'est fini? On ne peut pas encore créer d'autres liens entre le service des examens et la scolarité? Quel lien, par exemple? Quel lien entre le service des examens? Oui, celui qui est en ligne, oui. Attends, oui, madame. Oui. La scolarité. Attendez, en ligne, vous êtes deux. Il y a deux personnes qui m'interpellent en ligne. Attendez, pause, pardonnez, je vais arrêter. Sinon, je ne pourrais même pas.